Bonsoir, alors je m'excuse, connecté, déconnecté. Alors vous allez me dire si vous m'entendez ou non cette fois-ci et si vous voyez l'écran. Alors voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors j'attends vos commentaires pour savoir si vous êtes en train de m'entendre. Alors super, si vous arrivez à m'entendre, ben je vous dis bonsoir à tout le monde. Toujours les soucis de son, d'image, tout ça. C'est tellement mieux si ça avait été dans un amphithéâtre. Ça aurait été tellement mieux dans un amphithéâtre, face à face, il n'y a pas mieux que le direct, hein. Mais bon, Manish, jeudi soir, on se retrouve donc pour une nouvelle séance en ophtalmo. Voilà. Je ne sais pas si celle de la dernière fois, c'était intéressant. Aujourd'hui, on va parler de thérapeutique en ophtalmo. Je ne vais pas vraiment vous faire un cours style, je ne sais pas moi, c'est pas de la pharmaco, d'accord? On va essayer de voir le plus largement possible. Qu'est-ce qu'il y a comme classe thérapeutique? Ces classes thérapeutiques, en quoi elles sont indiquées, quand est-ce qu'on peut les donner, quand est-ce qu'on ne peut pas les donner, est-ce qu'elles sont indiquées pour, par exemple, qu'est-ce qui peut être prescrit par le médecin généraliste, qu'est-ce qui ne peut pas être prescrit par le généraliste. Voilà. Alors, vous me faites signe ici, c'est bon, et on va démarrer tout doucement. Alors voilà, la dernière fois, on avait parlé d'urgence en ophtalmologie. Et quand on avait parlé des urgences, vous avez vu que c'était un très large chapitre et on s'était largement attardé sur tout ce qui était conjonctivite, kératoconjonctivite, d'accord, si vous vous rappelez. On avait parlé aussi tout ce qui était urgence pédiatrique, tout ce qui était urgence traumatique, d'accord. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une idée de ce qui existe comme médicament en ophtalmo. J'ai eu beaucoup de questions la dernière fois pendant le live au sujet des prescriptions. Et donc là, ce qui est intéressant donc de point de vue ophtalmologique, c'est que déjà, on a une voie d'administration qui est spécifique à l'ophtalmo. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vous avez donc des indications, vous avez des contre-indications qui sont spécifiques à l'ophtalmologie. Au cas où les diapos ne sont pas visibles, c'est pas du tout un problème. J'enverrai donc la présentation soit sur la page de IDS, soit aux personnes qui la veulent. J'ai eu un souci de dernière minute, tout à l'heure ça marchait, puis là hop, le PC a encore fait des siennes. Alors peut-être que c'est mieux comme ça pour les diapos. Alors, on va dire un mot déjà sur tout ce qui est donc les traitements topiques, donc les voies d'administration qui sont spécifiques à l'ophtalmologie. Alors, qu'est-ce qui est particulier par rapport à l'ophtalmologie? Donc vous avez les collyres et vous avez les pommades. Qu'est-ce qui va faire la particularité des collyres et qu'est-ce qui va faire la particularité des pommades? Que ce soit pour les collyres ou pour les pommades, donc vous avez un principe actif et vous avez un excipient. Le principe actif, c'est celui que vous connaissez, c'est celui que vous allez retrouver pour tous les traitements. L'excipient va être différent. Ça va être une solution ou une émulsion dans le cas des collyres, et ça va être plutôt quelque chose de plus visqueux, de plus gélatineux quand il s'agit des pommades. Lorsque vous allez donner un collyre, vous allez avoir un délai d'action qui est très rapide. Le médicament va agir au bout de quelques minutes. Pour une durée d'action qui est courte, en général, pas plus de 4 heures. Ensuite, quand vous utilisez une pommade, vous allez avoir un délai d'action qui est beaucoup plus long. Ça va mettre peut-être, par exemple, une demi-heure, une heure pour que le principe actif commence à agir.
Par contre, vous allez avoir un délai d'action qui est beaucoup plus lent et c'est pour cela que vous utilisez les pommades donc chez les enfants pour éviter les instillations répétées et surtout la nuit parce qu'on dort. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi quand on parle de collyre? Alors, avant, le collyre, c'était quelque chose qui avait une durée de vie. En général, quand on ouvrait un flacon, la durée de vie était de 15 jours. OK? Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les nouvelles techniques donc, de pharmaco-galénique, donc les nouvelles biotechnologies qui existent, nous permettent d'avoir des collyres qui durent pendant 2 à 3 mois, une fois ouverts, avec aucun risque de contamination infectieuse. Ça, c'est la particularité. Dès qu'on le flacon, on insistait pour les patients, on dit le flacon, au bout de 15 jours, vous le jetez. Aujourd'hui, non. Ils peuvent garder un flacon qui est ouvert. Donc, ça dit la première. La deuxième, c'est la disruption du produit, du principe actif. Quand on mettait une goutte, alors c'était chaque 3 heures, il fallait répéter. Aujourd'hui, non. Vous mettez la goutte et elle peut durer pendant 12 heures, parfois même une goutte par jour. Donc, elle a une durée de vie de 24 heures. Ça, c'est un avantage énorme pour les patients qui ont des traitements chroniques, surtout les glaucomateux. Mais presque les gouttes. J'attends toujours que vous me disiez si ça se passe bien par rapport au son. Si vraiment c'est de mauvaise qualité, on interrompt aujourd'hui, on reprend demain, je me connecte à partir d'un autre ordinateur ou là on verra, Inch'Allah. Alors, on va avoir différents types de collyres. Une des principales familles de collyres qu'on peut avoir, ce sont les antiseptiques. D'accord? Donc, les antiseptiques, ce sont des substances bactériostatiques qui vont bloquer la multiplication des germes ou bien les bactéricides. Là, sur le marché algérien, on n'a pas beaucoup, d'antiseptiques. On a essentiellement le Vitabact ou on a la désomédine. Normalement, le Vitabact, لازم تحفظوه. C'est un petit peu la canne medoul ou le slogan t'as le loto, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Voilà, la canne la publicité, c'est l'avantage du Vitabact. Vous n'avez pas besoin de faire un interrogatoire poussé, ما كانش des questions à poser, ما كانش des contre-indications, d'accord, ما كانش des particularités d'instillation. Bon, même la canne يفرغ القرعة في عينه, à la limite, il n'y a aucun risque, il suffit de rincer après, pas de risque de surdosage. C'est vraiment la canne, c'est comme si vous faisiez un nettoyage de sérum salé. À peu près le même principe. Donc, laquelle vous me posez la question et vous me dites, un patient qui a reçu quelque chose dans l'œil, la paupière supérieure, la dernière fois, il faut impérativement faire l'éversion de la paupière à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, dans ce cas-là, par exemple, Vitabact, c'est la meilleure molécule que vous pouvez donner. Vous avez quelqu'un, je ne sais pas, il était à la plage, un petit vent de sable, les grains de sable, on donne du Vitabact. Par exemple, le Vitabact, il pourrait trouver aussi sa place en néonatologie, donc les salles d'accouchement ou la suite du césarien. Donc oui, le Vitabact, c'est un antiseptique, d'accord, et il a des propriétés bactériostatiques, donc c'est un peu comme l'alcool. Vous désinfectez, mais vous ne tuez pas les germes. Donc, vous n'allez pas donner le Vitabact devant une conjonctivite bactérienne. C'est très important. Là, j'insiste à le Vitabact parce que c'est presque un médicament que vous pouvez utiliser même en placebo. Par exemple, quelqu'un qui a une gêne, une irritation, tout ça, et vous ne savez pas trop ce que c'est, il n'y a pas de mal à lui donner du Vitabact. La désomédine, vous êtes sur une classe thérapeutique un peu plus au-dessus. La désomédine, ça va être une molécule qui a une action bactériostatique. Alors, donc, juste comme ça, je suis en même temps vos commentaires. Alors, la posologie, tu as le Vitabact, donc max 4 gouttes par jour. Je pense qu'avec une goutte 3 fois par jour, vous êtes à l'aise et vous obtenez un excellent résultat. Donc, pour la désomédine, on va avoir une action bactériostatique et bactéricide pour certaines classes donc, de bactéries. Et donc, du coup, quand vous avez une conjonctivite, vous n'êtes pas sûr du type de conjonctivite. Est-ce qu'elle est bactérienne? Est-ce qu'elle est virale? Voilà, à peu près. Vous n'êtes pas fixé.
ما بان لكمش grave بزاف, un petit œdème, des petites sécrétions. La désomédine, c'est excellent, hein. C'est pas un antibiotique, donc il n'y a pas de résistance. Vous n'allez pas sélectionner les germes, vous n'allez pas modifier la flore bactérienne au niveau de la conjonctive, mais vous allez être efficace. Donc, Hadi, c'est très important. Gardez à l'esprit que Vitabac et Désomidine, ça, c'est des antiseptiques, mais que la Désomidine, on va dire, elle a une double casquette. Elle peut même agir, dans certains cas, contre les antibiotiques. Alors, écoutez, comme pour la présentation, bon, elle n'est pas super claire, mais gardez le live et je vous mettrai la présentation en PowerPoint sur la page et vous pourrez la suivre sans aucun problème. Alors, on continue. Une fois qu'on a parlé des antiseptiques, on va passer aux antibiotiques. Alors là, pour les antibiotiques, أول حاجة لازم تشفاو عليها, c'est est-ce que le collyre ou la pommade que j'ai comprend un antibiotique seul, deux antibiotiques et un corticoïde, un antibiotique et un corticoïde. Je vous dire la question la plus importante. Voilà. Parce que en ophtalmologie, le problème, c'est pas le problème de l'antibiotique, c'est le problème du corticoïde. Si vous donnez un corticoïde alors que vous avez une atteinte herpétique, ou là vous avez une atteinte virale, là vous avez un cas où il y a une contre-indication au corticoïde, vous allez risquer d'avoir des problèmes alors que vous êtes parti sur un antibiotique. Donc, toujours vérifier que vous avez un antibiotique qui est seul devant une infection. Alors là, j'ai une question. En cas d'absence de rifamycine, qu'est-ce qu'on va donner? Est-ce que plutôt la désomidine ou le Vitabac? Donc là, si vous avez un enfant donc qui naît sans aucun risque, hein, d'accord, grossesse, par exemple l'accouchement par voie haute, donc la filière génitale basse, la maman n'a aucun antécédent, tout s'est très bien passé, ambiance stérile, bon, ne donnez pas la désomidine, Vitabac, Tikfi. Maintenant, si vous avez un doute, la manipulation, la salle d'accouchement, c'est des salles d'accouchement, par exemple, vous les enfants, où là, vous n'êtes pas sûr de l'hygiène de la maman, de l'antisepsie, la désomidine, elle sera plus efficace. Ensuite, donc, on revient aux antibiotiques. Donc, les antibiotiques, on va les donner donc, en fonction des propriétés donc, de l'antibiotique lui-même, donc entre quelle famille de germes il est actif, la localisation de l'infection, uni ou bilatérale, les facteurs pharmacodynamiques, est-ce que c'est une infection superficielle ou là une infection profonde? Donc, l'infection superficielle, c'est la conjonctivite, la blépharite. Dès que vous touchez à la cornée, c'est bon. Le risque de dissémination du germe à travers la chambre antérieure est important pour atteindre toutes les tuniques de l'œil et on va se retrouver soit avec un abcès de cornée, un hypopion, une endophtalmie, on peut avoir une cellulite et on peut avoir donc cellulite préceptale, rétroseptale, on peut arriver à partir donc d'une infection des tuniques de l'œil jusqu'à une thrombophlébite du sinus caverneux. Donc là, c'est vraiment dans ce sens-là. Paupières et conjonctives, c'est superficiel, mais tout le reste peut aboutir à une infection donc grave, à une endophtalmie. Donc là, on va se poser la question. Les germes, ça profite. Les germes de la flore conjonctivale, on doit les connaître. Ensuite, on va se dire quels sont les germes les plus fréquemment retrouvés. Ben, en général, ça va être streptopneumostaph, ceux qu'on va retrouver fait les infections oculaires. Quel antibiotique je vais donner? Là, je vais insister sur une chose. Maintenant, ces antibiotiques spécifiques l'œil, hein, c'est les mêmes antibiotiques que vous utilisez pour autre chose. Et donc, si vous utilisez par exemple un bêta-bloquant pour un traitement antiglaucomateux, c'est les mêmes contre-indications du bêta-bloquant. Donc, si vous utilisez un antibiotique, c'est les mêmes contre-indications de l'antibiotique. Donc, ça, c'est très important. Si vous avez, par exemple, le chloramphénicol, à l'époque, il y avait une pommade qui est faite à partir de chloramphénicol. Le chloramphénicol est un antibiotique qui n'est plus utilisé en raison des complications donc, hématopoïétiques très graves qui peuvent survenir. Donc, maintenant, chez la pommade chloramphénicol. Les cyclines sont contre-indiquées chez les enfants de moins de 7 ans, chez la femme enceinte, la femme allaitante, parce que firme le risque donc de jaunissement des dents. Ben, pourquoi vous donnez les cyclines sous forme de pommade ou là sous forme de collyre? Vous voyez un petit peu, c'est les mêmes contre-indications, les mêmes indications pour en fonction des germes qu'on peut retrouver ailleurs.
Un antibiotique qui est efficace contre un gramme plus, efficace contre le gramme plus sur l'œil. S'il est inefficace, il est inefficace. OK? Deuxième chose, si vous devez traiter une infection grave, n'hésitez pas à faire des prélèvements. Je pense que vous connaissez tous les écouvillons, ce que j'appelle moi les grands cotons-tiges. Donc, vous prenez avec l'écouvillon les sécrétions qui se trouvent dans le cul-de-sac conjonctival inférieur et les sécrétions qui se trouvent dans le coin de l'œil, et donc vous remettez l'écouvillon dans le cache et vous l'envoyez en microbio pour qu'il y ait une analyse bactériologique et cytologique. Donc ça, c'est très important. Alors là, sur cette diapo, vous avez la rifamycine. Alors la rifamycine, qui m'a dit la dernière fois, c'est la molécule miracle. Aucune contre-indication, une action antibactérienne puissante, une action antivirale, une action antiseptique et en plus, elle est colorée en rouge, donc ça permet de bien vérifier que ça a été instillé dans le cul-de-sac conjonctival et que c'est passé à travers le point lacrymal parce que ça doit ressortir par le méa nasal. Et donc, ça sert aussi pour faire le diagnostic différentiel entre une conjonctivite néonatale et une imperforation du canal lacrymo-nasal. Donc ça, c'est déjà très important pour la rifa. Malheureusement, on sait tous que la rifamycine, elle est en rupture, on va dire, très souvent en Algérie, et pourtant, mliha, qu'il y a une qu'il y a une pommade. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner en dehors de la rifamycine? Alors, je vais revenir à cette diapo. Alors, voilà, je vais juste vous montrer ça. Donc, Hadi, je pourrais vous la poster. De toute façon, ça a été pris du rapport SFO. Là, vous avez plusieurs classes thérapeutiques. Je vous ai mis dans l'encadré les classes thérapeutiques qui existent en Algérie. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'antibiotiques, mais que souvent l'antibiotique est associé à la corticothérapie, en bas. Lesquels, par exemple, on va revenir un mot, parce que là, il y a un commentaire sur la rifacolyre est en rupture. Si on avait la rifapomade et que les conjonctivites étaient chez l'enfant, à la limite, la rifapomade suffit. Hein. Vous mettez une bonne couche de pommade, enfin, une bonne couche, mais vous mettez un grain de pommade féline. Le fait que la pommade soit étalée toute la nuit, ça donne d'excellents résultats. Si c'est un petit bébé, un nouveau-né, un nourrisson, vous savez, il dort peut-être 20 heures sur 24, donc vous pouvez utiliser la pommade 2 fois par jour, ça ne va pas le déranger. Ça va déranger un enfant de 3 ans qui bouge, qui saute, qui veut regarder la télé, qui veut jouer. Mais un enfant qui dort toute la journée mettra le couche la pommade. Hein. On est d'accord. Donc, pour revenir aux autres antibiotiques, les antibiotiques qui ne sont pas donc très, on va dire, réservés aux infections graves, hein, comme la tobramycine. La tobramycine, c'est comme les aminosides. Donc, c'est un aminoside, c'est comme la gentamicine. La tobramycine, le grand problème c'est que ça va être contre-indiqué chez les enfants de moins de 2 ans et ça peut être responsable donc d'atteinte auditive à type de surdité et elle est contre-indiquée en cas de problème rénal. Mais vous allez me dire, la quantité de tobramycine qui passe dans le corps à partir d'une goutte instillée, elle est infinitésimale. Oui, absolument. Là, je vous donne ce qui est décrit le Vidal. On est d'accord. Mais maintenant, si vraiment vous êtes obligé de donner un antibiotique, vous pouvez l'administrer sans AMM et ça devient à nos risques et périls. Là, on a souvent en médecine, on administre donc des médicaments, hein, pas spécialement des antibiotiques, des médicaments hors AMM. Donc, jusqu'à l'âge de 1 an, vous donnez. Moi, je ne donne pas pour les moins de 1 an parce que quand même, la surdité, ça risque d'être une complication très grave pour les tout petits. En général, à 1 an, on sait lequel l'enfant yisma ou la maïsmach. Et si jamais il a un problème auditif, il ne peut pas être incriminé avec une instillation de 4 jours de tobramycine. Maintenant, lequel vous le donnez à un enfant de 3 mois, ou idhar maïsmach, bon, point d'interrogation, est-ce que la tobramycine n'est pas à l'origine? Donc, Hadi, c'est un point que je voulais bien mettre en évidence. عندكم la tétracycline, l'oriomycine pommade. La pommade الصفراء, laquelle vous connaissez ce que c'est. Donc, avant, on traitait tout avec cette pommade. Donc, là aussi, il faut bien faire attention que c'est de la famille des cyclines. C'est un excellent antibiotique. C'est vraiment un excellent antibiotique, efficace sur pratiquement tous les germes, facile d'administration, pas cher du tout, parce que le principe actif existe depuis plus de 50 ans. Et donc, une fois que c'est tombé donc, dans les fonds publics, le prix chute, c'est tout à fait normal,
mais c'est contre-indiqué, comme femme enceinte, femme allaitante et les enfants de moins de 5 et 7 ans, donc à cause du risque donc de jaunissement des pommades. نرجعوا دركا لا ديابوزيتيف اللي قبل دونك هضرنا على ريفا هضرنا على توبراميسين هنا عندكم لا شيبروكسين وعندكم لو سيلوكسون كي دو سيبرولون دونك سيبروفلوكساسين لو سيلوكسون هذاك كاين هنا اوسي لو سيبروتيك هادوما سي لا ميم موليكول دونك هنا vous allez appliquer les mêmes contre-indications que lorsque vous donnez la ciprofloxacine par voie générale et donc là la chibroxine et le siloxan, qui est aussi le ciprotec, vous allez être donc dans les familles des fluoroquinolones. On ne va pas donner une fluoroquinolone pour une conjonctivite. Là, il faut vraiment être d'accord. On va réserver les antibiotiques qui sont plutôt puissants, surtout la chibroxine. C'est un excellent antibiotique aux formes sévères. Quand on a des abcès, quand on a des endophthalmies, quand on a des myosites, quand on a des cellulites. Et on va commencer toujours avec la rifamycine, la cébémycine, l'oriomycine, la tobramycine, la désomidine. C'est mon première intention. Quand c'est des infections qui sont graves, on passe en fluoroquinolone et on passe donc aux autres classes. Donc, je forme l'acide fusidique essentiellement. Donc, les canaux comme un malade qui fait de l'automédication, et là, vraiment, j'ai vu des choses comme ça drôle, ça malheureuse sur les réseaux sociaux, les gens qui traitent tout avec l'oriomycine. Bon, si vous mettez une application d'oriomycine 3 jours de suite ou sur la pommade, cache un risque majeur. Le risque, c'est l'automédication. Par exemple, comme un exemple, les gens qui ont la blépharite. La blépharite, c'est les petites croûtes que vous allez retrouver à la base des cils. Nous, comme d'amèche yabes, la base des cils, elle dit que c'est une blépharite. Elle peut être allergique, elle peut être infectieuse. Quand le patient va aller en pharmacie, on va lui donner l'oriomycine. يقولوا في الليل حطها والصباح كي تغسل دوك يروحوا les croûtes. Oui, les croûtes يروحوا عليه parce que la pommade va se coller aux croûtes et quand on va nettoyer le lendemain matin la pommade qui a séché, ben on va nettoyer les croûtes. On va pas traiter la maladie, on va traiter un symptôme et ça soulage momentanément le patient. Sauf que si vous mettez ça chez un enfant, pendant 2 mois, 3 mois, et ben vous risquez d'avoir les complications thalassémiques. Comme par exemple les cyclines, quand il y a une exposition solaire, ça entraîne aussi une coloration de la peau. On peut avoir des taches. Donc, même si c'est de toutes petites doses qu'on administre, il faut faire attention. Là, j'ai une autre question sur quelle base on choisit la classe d'antibiotiques. Donc, déjà, le type d'infection. Des infections superficielles, infections profondes. Elle dit la première des choses. Est-ce qu'il y a un corps étranger? Lequel vous êtes devant un corps étranger végétal? Ça, c'est un risque très important d'avoir une infection parasitaire mycosique ou la bactérienne très sévère. Donc là, je vais taper fort tout de suite. Je vais aller directement vers la ciprofloxacine, la norfloxacine, la gatifloxacine, qui est une fluoroquinolone de 4e génération. Donc, il faudra taper fort. Maintenant, quelqu'un qui vient pour un orgelé. Donc, l'orgelé, il y a un cil. Donc, c'est une infection du follicule pilosébacé, généralement qui est due au staph. Quelqu'un qui vient pour une conjonctivite, pour une irritation, un égotelco. Désomidine, cébémycine, oriomycine, tobramycine et la rifa. Hadouma fi khamsa en première intention. Donc, là, si on revient, donc, chibroxine et le siloxan, le ciprotec, c'est des fluoroquinolones, on est d'accord. Ensuite, vous avez la gatifloxacine avec le timer aussi, c'est des génériques. Le ciprotec et le siloxan qu'il y a en collyre et en pommade, donc ça c'est un excellent plan. Avoir le collyre et la pommade qui se ressemblent, ça c'est excellent. Et puis, vous avez le coronol qui est l'ofloxacine. L'oflocette, elle est comprimée pour le coronol. وهذا l'optidexté لازم يتنحى من هاد la planche ويرجع مع les corticoïdes. Donc, هادوما, l'avantage تاعهم, c'est que ce sont des antibiotiques seuls. Vous rajouterez, alors, elle est où ma planche? Voilà. Vous rajouterez l'acide fusidique. L'acide fusidique, c'est la fusidine.
fusitalmique en gel. Alors moi, j'adore cette molécule. Bon, déjà, c'est pas quelque chose qu'on va donner pour tout le monde, mais quand on a des infections qui résistent, c'est excellent. Ça a un large spectre, ça traite c'est efficace contre les bactéries qui se trouvent sur la peau. Ou la flore conjonctivale, étant donné de la présence des cils, la peau, de la paupière et tout ça, donc ça se ressemble, c'est une flore qui se ressemble, qui se rapproche de celle de la peau, de la flore cutanée. Donc du coup, ça a donné une efficacité par rapport aux germes, mais surtout, ça a une facilité d'application, c'est un gel. Hein, et donc, ça se met, il n'y a pas de gêne, mais il cherche les cils, il n'est pas difficile à enlever. En général, on en met une fois par jour, ça suffit. Et la tolérance stéro, elle est bonne. Sauf pour les ruptures, c'est vraiment les montagnes russes. Aïjet, aïrahat, aïjet, aïrahat. Donc, là, on va essayer aujourd'hui de parler globalement. Après, je vais dire que c'est au cas par cas, vous allez vous adapter aux ruptures qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui n'est pas disponible. Alors, là, vous avez les indications globales. Donc, conjonctivite bactérienne, les kératites, les dactylocystites, les endophthalmies en cas de chirurgie. Le chloramphénicol, il n'est plus utilisé. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse. La première, l'orgelée est une infection bactérienne. Le chalazion est une atteinte aseptique. Donc, normalement, le chalazion, on va mettre un antibiotique. Comment on peut distinguer un chalazion d'un orgelé? Il y a toujours un cil à côté ou au-dessus d'un orgelé. Il n'y a jamais de cil à côté du chalazion. L'orgelé, j'ai mis le barra. Le chalazion, on peut le voir, mais le derrière. L'orgelé ressemble à un bouton purulent, alors que le chalazion, il ressemble à un bouton rouge d'une irritation. Si vous avez un orgelé, vous donnez un antibiotique. Si vous avez un chalazion, vous donnez plutôt un corticoïde. N'oubliez pas qu'en cas de chalazion, vous devez éliminer un vice de réfraction, une myopie, une hypermétropie, un astigmatisme. Et vous devez vérifier si le patient n'est pas diabétique au-delà de l'âge de 50 ans. Et puis surtout, vous pouvez utiliser les massages. C'est très important, l'hygiène des paupières. Il faut faire des massages répétés avec des compresses, imbibés d'eau chaude. Les malades, de l'huile d'olive aussi, il n'y a aucun problème. Quelque chose qui est chaud pour permettre de dilater les portes à la glande de Mévomius, c'est éliminer le contenu du chalazion. Alors, je vais vous dire, alors quand prescrire une pommade ou un collyre, au début, les collyres, quand c'est des instillations répétées pendant la journée, par exemple, les petits-enfants, ils traitent Steph, chaque 3 heures, je leur mets une goutte. Une pommade, c'est la nuit, parce que la pommade, elle colle les sécrétions, donc on ne peut pas ouvrir l'œil. Ou là, quand on ne peut pas mettre les collyres, quelqu'un, par exemple, il n'a pas le temps, il fait la pommade fil ou il goûte bien. Dactyocystite aiguë, alors c'est en général kiff-kiff, c'est un staph. À l'époque, à mes débuts, on traitait avec le Bristopen. Donc maintenant, le Bristopen, pratiquement, ce n'est plus disponible. Donc, vous allez donner un antibiotique qui est efficace. Et laquelle vous pouvez donner la tobramycine, ça donne de bons résultats au début, mais il faudra associer un corticoïde au bout de 2 à 3 jours. Évitez les AINS parce que c'est comme pour l'abcès dentaire. Si vous donnez l'AINS, vous pouvez vous retrouver avec un phlegmon ou une cellulite. Donc, vous donnerez un antibiotique. Et puis, c'est surtout garder à l'esprit que si vous avez une dactyocystite aiguë, d'accord, là, vous allez inévitablement aller vers la dactyocystite chronique et la chirurgie. Qu'est-ce que vous donnez comme antibiotique en cas d'orgelé? Moi, je dirais vous donnez de l'Arifa quand vous en avez, sinon le Tobrex. Lire le Tobrex. La tobramycine, c'est vraiment une très bonne molécule en dehors des contre-indications et insuffisance rénale chez l'adulte et le tout petit enfant. Bon, un tout petit enfant, il ne vous fera pas d'orgelé de toutes les façons. Donc oui, vous pouvez donner la tobramycine avec toujours les soins des paupières. Quelle est l'importance de l'ophtalmoscope? Alors là, il faudra qu'on en parle à part. Bon, l'ophtalmoscope, ça n'a on peut pas en parler aujourd'hui, mais si j'ouvre la parenthèse, l'ophtalmoscope est un acte médical, c'est-à-dire la visibilité du fond d'œil pour poser un diagnostic, c'est un acte spécialisé. La faisabilité d'un fond d'œil pour éliminer une urgence ou une contre-indication à l'APL est un acte médical de médecine générale. Donc, normalement, chaque médecin généraliste doit être capable de faire un fond d'œil et de dire qu'il y a une œdème papillaire ou là, bien sûr, en dehors des cas trompeurs, et de dire qu'il y a une urgence sur le fond d'œil, des hémorragies, des exsudats, une tumeur ou la maquinage.
c'est-à-dire fond d'œil normal ou non. Ce qu'on demande au médecin généraliste, c'est pas de nous dire si le fond d'œil est pathologique. Ce qu'on demande au médecin généraliste, c'est de nous dire c'est un fond d'œil normal. Elle dit elle a l'intérêt, s'il est pathologique, c'est pas grave, on oriente chez l'ophtalmo. Alors, contre-indication des corticoïdes, donc on va voir maintenant, et on en a parlé la dernière fois, c'est essentiellement tout ce qui est kératite herpétique. Alors, maintenant, on va revenir sur cette slide. Non, elle n'est pas là. Voilà, cette slide. Voilà, celle-là. Là, on va revenir ici. C'est juste pour vous montrer comment on peut se tromper. Et les corticoïdes, ont des antibiotiques. Donc, la slide, elle est très importante à connaître. On peut avoir des gens qui font donc de l'automédication, qui vont prendre du maxidrol pour un chalazion, qui a une fibre antibiotique. L'antibiotique, il n'a aucun intérêt. Ils vont prendre du maxidrol pour l'orgeler, fibre un antibiotique, mais là, le corticoïde n'a aucun intérêt. Alors, l'ofloxacine, donc c'est une fluoroquinolone, en général, c'est les conjonctivites résistantes aux antibiotiques banaux. C'est quand vous avez des souches multirésistantes. Donc, là, en général, en pratique courante, qui m'a les antibiotiques classiques. Et quand il y a un problème, on fait un prélèvement. Avant de donner le traitement, c'est l'idéal. Sinon, avec une fenêtre thérapeutique. Et on va adapter. Généralement, par exemple, il y a des germes qu'on ne retrouve pas tous les jours. Suite à un traumatisme végétal, par exemple, l'ofloxacine va donner d'excellents résultats. Un mot sur les antiviraux, parce qu'on va avoir besoin des antiviraux pour les kératites herpétiques. Donc, on a un seul gel qui existe, c'est le Virgan, et c'est de la cyclovir. En général, vous n'allez pas en avoir besoin en tant que médecin généraliste. Donc, c'est juste au cas où je vous comme un patient, par exemple, il me donne du Virgan, ou là, je vous comme le gel. Comme ça, vous ne vous trompez pas avec une autre molécule. Il faut savoir que c'est un gel qui est toxique et qu'on ne le donne pas plus de 7 jours. J'ai oublié de parler de quelque chose sur la première diapo, tu as les antiseptiques, c'est la bétadine, qui adapte à la toxicité de FOCA. Alors, la bétadine, c'est l'antiseptique le plus puissant qui existe. Qu'il y a les dosages pour l'oculaire, qu'il y a les dosages, par exemple, pour préparer une chirurgie abdominale, qu'il y a pour le badigeonnage, qu'il y a pour la douche préopératoire. Donc, il y a différents types de bétadine, mais il faut savoir que la bétadine, c'est le plus puissant antiseptique, mais que si vous l'utilisez au niveau de l'œil, vous devez la rincer parce qu'elle est très toxique pour l'épithélium cornéen. La bétadine et vous la laissez pendant 5 minutes, l'épithélium va complètement se décoller, vous allez vous retrouver avec un ulcère cornéen, une kératite et qui peut s'infecter et donner des complications au niveau de l'œil. Donc, c'est très important. Comment vous allez faire, Thomas, pour reconnaître une kératite herpétique? Conjonctivite, c'est un œil rouge, ما كانش douleur وما كانش baisse de l'acuité visuelle. Chalazion, ما كانش douleur, ما كانش baisse de l'acuité visuelle. Dactyocystique, la douleur, elle est au niveau de l'angle, au niveau du sac lacrymal. Donc, ما كانش une douleur oculaire, c'est une douleur cutanée. Une fois que vous êtes devant un œil rouge douloureux et qu'il y a baisse de l'acuité visuelle, vous évoquez 3 diagnostics. La kératite aiguë épithéliale, l'uvéite antérieure et le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Le glaucome aigu et la kératite, avec l'acuité. La particularité du glaucome, le globe il est tendu et l'œil est en myosis. Mais sous l'œil, ça ressemble à une pierre. Donc, ça, c'est la première. Deuxièmement, la particularité de l'uvéite, en général, la cornite ben haka œdémaciée, sur la crise de glaucome, la pupille elle est en semi-mydriase, ou fluvéite, la pupille elle est en myosis. Ou tel les petits points blancs sur la cornée, il y a une histoire, par exemple, de maladie rhumatismale. Donc, il y a un contexte. La kératite, alors la dernière fois, je vous avais expliqué qu'il fallait normalement utiliser de la fluorescéine pour pouvoir faire le diagnostic. Mais même les canaux comme la fluo, une goutte de xylo, et vous mettez la lumière du portable et vous allez voir se dessiner la kératite sur votre cornée. Quand il y a une kératite, c'est une contre-indication aux corticoïdes parce qu'on n'est pas sûr qu'elle n'est pas herpétique. Donc, par principe de précaution, si vous avez un doute, donc œil rouge douloureux, baisse de l'acuité visuelle, une cornée bizarre qui paraît ulcérée, atteinte, il y a des taches comme ça,
on ne donne pas de corticoïdes parce qu'on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas donc d'herpès. واش راح نديرو ندو un antiseptique ou là un antibiotique seul en attendant que le patient aille consulter. L'azithère, c'est l'azithromycine. Ça aussi, c'est une excellente molécule. Il n'est pas réservé au trachome, mais dans le cadre de la lutte antitrachomateuse, il est remboursé dans le cadre du trachome. Maintenant, avec un généralistique de l'azithère, le malade ne sera pas remboursé. Il faut qu'il y ait avec la prescription une explication, un compte rendu qui dit que c'est dans le cadre de la maladie trachomateuse. Par exemple, on a mis l'azithère, le traitement, tu as les blépharites allergiques, tu as la rosacée. Ça donne de très bons résultats, mais dans le cadre de la rosacée, il n'est pas remboursé. Par contre, dans le cas du trachome, c'est une molécule qui est remboursée. Alors, pour le traitement du glaucome, quel est le risque après l'instillation de plus d'une goutte dans l'œil? Chauffez, sincèrement, il n'y a pas un risque majeur. Le risque, c'est que la goutte, elle va se diluer. Chauffez, la particularité, tu as l'œil, je te le caisse, qui t'amène le caisse, qu'est-ce qui se passe? Il fait. Donc, si vous mettez beaucoup de gouttes au niveau de l'œil, donc, les gouttes, elles vont couler, mais je fais le cul-de-sac. Elles vont couler sur les côtés, et en général, il y aura une toute petite partie qui va passer par le point lacrymal. Maintenant, c'est la toxicité. Actuellement, les antiglaucomateux sont conservateurs. Quand vous administrez des antiglaucomateux avec conservateurs, souvent, de manière prolongée, avec de fortes doses, c'est le conservateur qui est toxique. C'est lui qui va altérer la surface, c'est lui qui va altérer la cornée, qui va entraîner une sécheresse, qui va donner une irritation. Le haut de la cornée, elle ne cicatrise pas bien, et on a un patient qui est irrité, qui a mal, qui est gêné, qui ne voit pas bien, et qui ne peut plus supporter son traitement, et donc ça peut être une cause d'échec thérapeutique. Alors, un corticoïde ne peut pas être prescrit par un généraliste. Alors, la première indication où vous pouvez donner un corticoïde, c'est le chalazion. Vous pouvez le donner quand ça ressemble à une conjonctivite allergique. Maintenant, un œil rouge, il n'y a rien. Et un petit chémosis, un petit œdème de la conjonctive, là, vous pouvez donner. Vous pourriez donner quand vous êtes sûr que c'est une épisclérite, avec le petit bouton légiflasclaire. Sinon, tout le reste, il y a un risque. Écoutez, comme dès que c'est un œil rouge douloureux, qui a une baisse de l'acuité visuelle, pas de corticoïdes. Durée de conservation des gouttes. Alors, la durée de conservation des gouttes, je l'ai dit au début. Avant, c'était 15 jours. Aujourd'hui, grâce à un système de nanotechnologie, le flacon peut rester ouvert 90 jours. Donc, je vous explique. Aller avec le flacon taille chaud au bout de 15 jours, c'est à cause du risque d'infection. Le flacon va être contaminé par les bactéries qu'il y a dans l'air, les bactéries qu'il y a dans les mains, et donc il va être une source de surinfection pour les patients. Aujourd'hui, les flacons, ils comprennent une membrane, d'accord? La membrane, c'est une sorte de filtre qui va filtrer les micro-organismes, et le flacon, à l'intérieur, il sera stérile. Donc, ce sont des flacons qui restent ouverts 90 jours. Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Donc, s'il n'y a pas de son, vous me faites signe, hein, d'accord? On continue. Alors, les corticoïdes. La même durée pour les pommades? Non, les pommades maximum 1 mois. Il n'y a pas de pommade qui reste pendant 3 mois. Comme dans le cas de le Sterdex, c'est une pommade unidose. Non, ce n'est pas des pommades unidoses. Donc, en général, le patient, il dit le faute. Qui m'a fusitalmique gel, ma fille a le produit. En général, mettre qu'il m'a 15 jours, surtout si c'est une atteinte bilatérale. La rifam liha. Là aussi, c'est bien de faire un petit peu de sensibilisation, d'information, d'éducation thérapeutique avec les patients. J'ai vu par exemple des vendeurs en pharmacie ou même des collègues, ils goulent les patients la pommade. Non, c'est pas une tonne de pommade, hein. C'est une goutte. C'est une goutte de pommade dans le cul-de-sac conjonctival et quand on va fermer les yeux, elle va s'étaler. Donc, on n'a pas besoin de mettre une tonne de pommade pour que ce soit efficace. Alors, un confrère a zippé le diagnostic d'une hernie de l'iris qui paraît normale à l'œil nu sans l'examen par l'ophtalmoscope. Alors déjà, l'ophtalmoscope, ça sert à regarder le fond d'œil. Vous n'avez pas besoin d'un ophtalmoscope pour voir les paupières, la conjonctive,
la cornée, l'iris, la pupille et la chambre antérieure. هذه باش نتفاهموا. Deuxièmement, on ne peut pas zapper une hernie de l'iris. Ça, c'est impossible. كيفاه ديروا? Quand vous examinez, شعلوا la torche تاع le téléphone et faites d'abord un examen, une inspection. Est-ce que l'œil a l'air normal? Si vous avez une hernie de l'iris, il y a un œil rouge. ما تقدرش تكون كاينه hernie de l'iris ou œil blanc. هذه la première. Si l'œil est blanc, ça veut dire que l'iris a été colmaté, il y a eu une cicatrisation, ou l'hernie, même les kenkeina, c'est bon, la chambre elle est fermée, il n'y a plus de risque. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous avez regardé de face, un hypopion qui est du blanc dans la chambre antérieure, un hyphéma qui est du rouge, une déformation de la pupille, une pupille qui est trop grande, trop petite, qui est excentrée, elle est à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous pouvez voir un œil qui est dévié, une malposition des paupières, un entropion, un ectropion, un trichiasis. Tout cela peut se voir à l'œil nu. Ensuite, vous allez demander au patient de regarder à droite, à gauche, en bas et en haut. Et s'il y a une hernie de l'iris, vous allez le voir. N'oubliez pas, vous avez avec les téléphones la possibilité de prendre une photo et de la zoomer. Si vous avez un doute, prenez une photo et zoomez la photo. Et vous allez voir des détails qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. La blépharite qui m'a coûté comme قبل. Si c'est une blépharite, donc déjà la blépharite qui est à l'antérieur et la postérieure. Maintenant, est-ce que les croûtes sont en avant des cils ou là en arrière des cils? C'est la première des choses. Est-ce qu'elle est infectieuse ou là elle est allergique? Comment savoir si elle est infectieuse ou allergique? L'infectieuse va تجي pendant 15 jours وتروح. L'allergique, elle va rester de manière prolongée, راح تبقى تجي وتروح avec des facteurs déclenchants. Si c'est une blépharite infectieuse, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc, on va donner un antibiotique. L'idéal, c'est une pommade pour l'appliquer sur les cils. Si c'est une blépharite allergique, on va donner un traitement qui met la conjonctivite allergique, un antihistaminique. Pendant les poussées aiguës des conjonctivites allergiques et des blépharites allergiques, vous pouvez donner un corticoïde. J'insiste, donner un corticoïde à courte durée, par exemple 3-4 gouttes par jour, pendant 3 jours, qui boire à l'ordonnance. Et il faut faire peur aux malades. Donc, moi, qu'est-ce que je dis aux malades? On chauffe, un traitement qui est excellent. Tu vas récupérer en 2 heures de temps. Mais le traitement, si tu le mets pendant plus de 15 jours, tu vas devenir aveugle. Ça veut dire que j'exagère un petit peu, mais je lui dis, tu risques de devenir aveugle en 15 jours. Le malade, il va avoir peur. Et il va hésiter à l'acheter, même si on le lui propose en pharmacie. Donc, les corticoïdes, pareil, il y a la bêta-méthasone, il y a la dexaméthasone, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont associés aux antibiotiques, et vous avez avec conservateur et sans conservateur. Ensuite, les indications kbar, comme le chalazion, toutes les atteintes allergiques, conjonctivite allergique, kératite allergique, les uvéites, en pré ou en post-opératoire, etc. Le risque majeur avec les corticoïdes, 2 effets secondaires topiques, donc locaux, le glaucome cortisonique et la cataracte cortisonique. Alors vous allez me dire, Malish, me dites le semaine, c'est pas grave. Alors ils ne sont pas, pour le glaucome, il n'est pas durée dépendante, il n'est pas dose dépendante. Maintenant, on peut avoir quelqu'un qui met des gouttes corticoïdes pendant 4 ans, et on peut avoir quelqu'un qui instille des corticoïdes pendant 3 semaines et qui se retrouve avec un glaucome. Donc, il y a des sensibilités individuelles, probablement d'origine génétique, qui font que telle ou telle personne va faire un glaucome cortisonique. Donc, Touma, vous devez faire attention à ça, bien expliquer aux patients. Dans le cas des corticoïdes, c'est une excellente molécule, mais il faut faire attention aux effets secondaires. Alors, corps étranger, non végétal, insectes par exemple, il faut les enlever. Donc, vous mettez une goutte de xylocaïne ou de mouillant, donc une chauffant qui met le cicafuide dans le liposite. Vous appliquez avec le gel, ça va inhiber l'insecte. Et ensuite, avec une torche et une loupe, vous allez les enlever avec une pince. Il faut les enlever, donc les petits vers, les mouches, les miasmes, il faut les enlever un à un. Y a-t-il des risques d'interaction entre un antibiotique collyre et une pommade de classe différente? Non. Vous allez potentialiser, c'est-à-dire quand on donne la même classe thérapeutique, c'est mieux parce qu'on a une durée d'action qui est longue. Quand on donne 2 classes, c'est qu'il me dit là 2 antibiotiques. On dirait, dit-il, l'augmentin, donc 2 antibiotiques. Donc on va potentialiser l'effet, mais sinon il n'y a pas de risque.
devant une piqûre d'insecte. Alors, très classique, moi je donnerais une poche de glace. Maintenant, si le malade qui gît, l'œdème est déjà là, il y a une ecchymose, il ne peut pas ouvrir les yeux, on ne peut pas le laisser comme ça, d'autant qu'on ne sait pas trop de quel insecte il s'agit, est-ce que ça peut s'infecter. Donnez un antihistaminique pendant 3 à 4 jours. Et si vraiment vous voyez que c'est gênant, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, moi je donne même 20 mg de Solu-Medrol. Parce qu'il faut détendre les paupières rapidement pour qu'il n'y ait pas une pression de la paupière tendue avec l'œdème sur le globe qui peut donner des répercussions sur le nerf optique ou sur la rétine, sur la cornée. Donc moi, il m'arrive de donner des petites doses de corticoïdes, 20 mg, 40 mg chez l'adulte, 10 mg chez l'enfant, ou là, par exemple, Célestine goutte chez l'enfant pendant 3 jours. Ça permet de détendre. Mais les poches de glace, c'est très efficace. Hein. En cas d'utilisation prolongée des corticoïdes, comment on fait la dégression? Ça, c'est une très bonne remarque. Oui, on fait une dégression quand on utilise les corticoïdes. Eh bien, vous diminuez les gouttes. Maintenant, vous avez donné à un malade pour une conjonctivite allergique un antihistaminique et vous lui avez donné en même temps des corticoïdes. Donc, une goutte 4 fois par jour. D'accord? Au bout de 10 jours, il va très bien, stabilisation. Je garde l'antihistaminique, parce que je peux le garder même 3 à 6 mois, et je commence à diminuer les corticoïdes. Nakaslo, je donne 3 gouttes par jour. Je donne 3 gouttes par jour. D'accord? Une fois que j'ai donné 3 gouttes par jour, je passe à 2 gouttes par jour. Ensuite, 1 goutte par jour, etc., etc. Vous m'excusez 30 secondes. 30 secondes, je reviens. Juste, j'arrange un petit souci sur l'écran. Alors donc, pardon. Je reviens avec les corticoïdes. Donc, on va passer هنا. Alors, head la planche, تشوفوا فيها les corticoïdes qui sont sans antibiotiques. La bacicoline, malheureusement, ما عادتش كاينة en Algérie, mais on l'a eu pendant un certain temps. Donc, on a la Dexafree. Malheureusement, il n'est pas remboursé, mais le grand avantage, donc, comme tu vois la photo, unidose. Donc, le malade il la dose, il est bien 24 heures, il jette. Donc, vous pouvez gérer la dégression. مثلا واحد يدير un jour sur 2, un jour sur 3, les atteintes qui sont graves. Ensuite, il n'y a pas de conservateur, donc il n'y a aucun risque de toxicité quand vous donnez un corticoïde qui est au long cours. C'est un corticoïde, le corticoïde il n'est pas fortement glaucomatogène, si on peut dire ça. Il ne va pas être à l'origine d'hypertonie très fréquemment. Et le hic, c'est que ce n'est pas un médicament qui est remboursé. Et donc, quand ça va être donné pour une kératoconjonctivite vernale au long cours, le coût, la répercussion donc sur la famille, ça risque d'être important. Par contre, alors là, ma planche, elle est où? Voilà. Par contre, on peut avoir des antibiotiques avec les corticoïdes. Alors, le classique, hein, celui qui est le plus célèbre, c'est le Maxidrol. OK, le générique TAO, c'est le Maxilode. Et donc là, vous avez 2 antibiotiques et un corticoïde. Vous avez le Chibrocadran aussi. C'est de la dexaméthasone avec de la néomycine. Vous avez le Sterdex pommade. Donc, dexaméthasone avec une cycline. Vous avez le Frakidex. Alors, le Frakidex, il existe en collyre et il existe en pommade. Kiman Maxidrol, collyre et pommade. Pareil, c'est un antibiotique et un corticoïde. Vous avez le Tobrigène et vous avez l'Optidex. Bon, il y a encore d'autres corticoïdes, c'est-à-dire d'autres collyres en fonction des laboratoires. Donc, on peut avoir les laboratoires Princeps, donc la molécule mère, et on peut avoir les génériques. Donc, là, avec les génériques, l'avantage, c'est le coût. Bon, je reçois souvent ça des questions, que ce soit de la part de confrères, consoeurs, ou de la part de patients. Ils disent que je connais est-ce que c'est le générique ou là la molécule asliya. Donc, sincèrement, il n'y a pas vraiment une grande différence. Les deux peuvent être efficaces, que ce soit le générique ou la ROP. Et donc, vous utilisez celui qui est disponible, le moins cher, d'accord? Voilà.
Alors là, il y a une question, les doses pédiatriques. Il n'y a pas de dose pédiatrique, hein, on est d'accord, c'est les mêmes molécules, il n'y a aucune dose pédiatrique. Ensuite, alors, la dégression, alors par exemple, أنا ما نحطهاش في l'ordonnance, نكتبها في la fiche thérapeutique. Je vais vous dire où elle est, parce que j'ai eu affaire à des, c'est pas des pharmaciens, hein, c'est les vendeurs en pharmacie en général qui posent problème. Ou ça, quand vous mettez une toma, par exemple, une goutte 4 fois par jour pendant une semaine, on va une goutte 3 fois par jour pendant une semaine, etc., etc. Là, le vendeur, il dit, tu mets une goutte 3 fois par jour, semaine tu mets, mais chaque jour. Ils ont des difficultés à comprendre le schéma thérapeutique. Donc, sur mes ordonnances, je mets une goutte, par exemple, 3 fois par jour. Traitement à garder pendant 3 semaines. Et sur la fiche thérapeutique du patient, je mets les dates. Le 19 septembre, 19 septembre, 4 gouttes par jour. Le 25 septembre, 3 gouttes par jour. 4 octobre, 2 gouttes par jour, etc. Je fais toujours ça, que ce soit pour la corticothérapie par voie orale, que ce soit pour la corticothérapie sous forme de gouttes. J'ai vu tout à l'heure une question, à l'eau de javel. L'eau de javel, c'est considéré comme un produit caustique et donc essentiellement le lavage abondant et prolongé. Une fois que vous avez lavé, il faut orienter le patient. C'est vrai que les corticoïdes trouvent leur place dans le traitement des brûlures, mais ne prenez pas le risque de prescrire des corticoïdes avant d'avoir examiné la cornée. Est-ce que l'hypertonie post-corticoïde est réversible ou non? Alors, oui, elle peut être réversible. Mais si la neuropathie glaucomateuse commence à évoluer, il n'y a pas de réversibilité. Tout c'est une maladie propre, Yani. Elle évolue pour son propre compte et elle ne dépend plus de l'administration de corticoïdes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple dans ce sens? Je ne sais pas, mais il peut y avoir des maladies qui marquent le corps, ou une déclenchée par quelque chose, mais après que vous arrêtiez ou non, ça continue d'évoluer. Avec les lentilles de contact. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les notices. Il y a beaucoup de molécules, on peut les donner ou non. Déjà, par principe, s'il n'y a pas de conservateur, vous pouvez donner la molécule. Parce que c'est les conservateurs qui abîment la molécule, ou là, qui malarifa, c'est évident. C'est une molécule qui est rouge, sur une lentille, la lentille va devenir rouge. D'accord? Donc, là, vérifiez sur une ordonnance, sur les fiches POSO, ou là, les notices qu'il y a à l'intérieur des colliers, et faites un petit tableau où il y a les molécules qu'on peut donner. Mais posez la question, qui j'ai comme avec un œil rouge, est-ce que, pas parce qu'il porte les lentilles de contact, il a peut-être soit un truc infectieux, œil rouge douloureux, baisse de l'acuité et l'apparition des symptômes est brutale. Quand c'est des irritations chroniques, oui, ça peut être allergique. Donc là, on donne en général, on donne les mouillants et les antiseptiques pour les porteurs de lentilles de contact. Produits de nettoyage de l'œil, pareil. Ce sont des brûlures. Donc là, c'est la même conduite à tenir. T'as javel, mais de l'eau. Lavage. C'est tout. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est la principale chose à faire. Donc, on a les molécules, antibiotiques et corticoïdes, phytothérapie en collyre. Alors moi, personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Je vais vous donner mon expérience. J'ai beaucoup de patients qui veulent utiliser les plantes. Donc, je n'ai aucun problème avec l'utilisation de l'huile d'olive et du miel quand c'est à usage externe. Maintenant, avec kératite, plaie, et mettre du miel dessus, l'huile d'olive, là, je ne peux pas assurer qu'il n'y aura pas de surinfection. Mais j'ai des patients qui ont traité des chalazions par application de miel sur le chalazion. 3-4 jours, il disparaît. Le miel et l'huile d'olive, donc surtout l'huile d'olive vierge, ils ont des propriétés antiseptiques très puissantes, des propriétés anti-inflammatoires, donc il n'y a pas de problème à les utiliser à l'extérieur. Quelles sont des molécules c'est de la phytothérapie. J'ai pas de recul, donc je ne peux pas vous donner vraiment des conseils. Les corticoïdes sont prescrits juste pour 7 jours. Il n'y a pas de nécessité par la dégression. Non, pas de nécessité. Si vous donnez une courte durée, vous n'avez pas besoin de faire une dégression. Au-delà de 15 jours, il vaut mieux faire une dégression. Quand on a donc irritation et rougeur prolongée, alors en général, il faut d'abord éliminer un vice de réfraction. Donc, il faut être sûr que vous n'avez pas besoin de lunettes. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est probablement une sécheresse lacrymale et on va le voir. Donc là, je reviens rapidement sur les autres anti-inflammatoires.
les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, comme l'endométacine, qu'on connaît, c'est l'endocoline, et vous avez le diclofénac, c'est le diclocène. Là aussi, ce sont des AINS très puissants en corticoïdes, donc vous pouvez les donner fléchalation, un peu comme les corticoïdes. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas les effets secondaires des corticoïdes, hein, donc pas de glaucome, pas de cataracte. L'inconvénient, on le trouve comme la dernière fois, attention chez le diabétique, parce qu'ils entraînent des kératites neurotrophiques qui peuvent être à l'origine donc d'ulcération de la cornée avec des risques de surinfection. Pardon, et les patients peuvent perdre l'œil. Donc, bleh, les AINS. Un œil rouge douloureux, ma haja haka grave, beina, vous donnez. En pré-opératoire, pour soulager, d'accord? En association avec conjonctivite, par exemple, un conjonctivite, ou un œdème important, ça le gêne, la paupière est tendue, vous pouvez donner un AINS. Vous ne pouvez pas donner corticoïde, vous ne savez pas c'est quel germe. Vous n'avez pas éliminé les viroses, mais donnez un AINS, ça évitera donc l'aggravation. Ça kiff, toujours en courte durée. Expo l'ordonnance, une goutte 3 fois par jour pendant 4 jours. Les anti-inflammatoires, sur le plan thérapeutique oculaire, c'est des courtes durées. Si c'est des longues durées, donc un traitement prolongé, ça doit être encadré par un ophtalmo. Alors, on enchaîne. Hadou aussi, ce sont des corticoïdes avec antibiotiques. Donc, on a comme Dexatrop, c'est de la dexamethasine. Ah non, le Dexadrop, pas wahdou. On a tout comme bedem à côté. Voilà, maintenant je me rappelle. Donc, le Dexadrop, c'est la dexaméthasone. Et quand vous trouvez après Dexatec, donc, et Oflodexa, donc Hybaina, c'est avec les fluoroquinolones. Donc, Hadouma aussi, c'est des molécules qui ont l'antibiotique et le corticoïde Mahabada. Les corticoïdes chez diabétiques, non. Quand c'est des corticoïdes en collyre, il n'y a pas de précaution particulière. Hein. Ils ne risquent pas d'avoir de complications. Ça me la glycémie, les corticoïdes en collyre, ni en pommade. Alors, même si vous donnez le traitement pendant 2 semaines ou 3 semaines, le passage systémique, il est faible. Par contre, là, quand on donne des corticoïdes par voie générale, oui, il faut faire attention à la glycémie. Quant à l'antibiothérapie, alors, je n'ai pas vu la dernière question. Maëlys, va peut-être remonter. Alors, là, je vous ai juste mis les antiglaucomateux, mais c'est pas quelque chose qui. C'est-à-dire que les antiglaucomateux seront prescrits par l'ophtalmologue. Ou alors, on en parle parce que les antiglaucomateux prescrits au long cours vont être responsables d'une irritation, d'une rougeur, d'un aspect d'une conjonctivite allergique, d'une blépharite allergique. Donc, comme avec un aspect d'allergie, posez la question est-ce que vous n'avez pas des gouttes atrophiées? Donc, il faut toujours poser la question avant de donner le diagnostic d'allergie. Est-ce que vous portez des lunettes ou là? Parce que s'il est astigmate et qu'il ne porte pas les lunettes, il aura le tableau d'une allergie. Ensuite, est-ce que vous instillez des gouttes régulièrement et quotidiennement? S'il instille, donc c'est peut-être le conservateur qu'il y a dans les gouttes qui est responsable de l'irritation. Les AINS sont efficaces contre les coups d'arc. Oui, ils sont même très efficaces. Donc, vous pouvez les prescrire, bien sûr, en précisant à chaque fois que c'est de courte durée. Alors, on continue. Les midriatiques. Là aussi, on va ouvrir une belle parenthèse. Donc, les midriatiques, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à dilater les yeux. Comme des indications thérapeutiques ou comme des indications opératoires. Donc, là, on va dilater les yeux quand on veut examiner le fond d'œil ou là, quand on a un geste opératoire à faire, un traitement chirurgical, tu as la cataracte, tu as décollement de rétine. Mais on peut dilater aussi les yeux dans un but thérapeutique organique qui va dans le cas des uvéites. Comme les parasympatholytiques et les sympathomimétiques. Parasympatholytiques qui m'a l'atropine et les sympathomimétiques qui m'a la néosinéphrine et le midriaticum. La néosinéphrine ou le midriaticum ou le skiacol, ils ont une durée d'action qui est courte. Donc, on va les utiliser pour l'examen clinique. L'atropine, elle va durer longtemps. Quand vous mettez 2 à 3 gouttes d'atropine dans l'œil pendant 5 à 6 jours, même si vous arrêtez l'atropine, la pupille reste dilatée pendant au moins 3 semaines, voire même plus. Hein. Donc ça, c'est important à connaître. Qu'est-ce qui va se passer quand vous dilatez la pupille? Eh bien, le patient m'échauffe. Vous inhibez donc le réflexe automoteur. Il ne peut pas voir de près. Et vous inhibez le réflexe automoteur, donc il a une photophobie qui s'installe. Il ne peut plus lutter contre les rayons du soleil où on a une lumière qui est intense. Donc, si c'est un enfant, il faut faire attention, il peut tomber. Voilà, je vous parle de ça
Parce que le midriaticum est utilisé comme psychotrope ou là comme drogue par les personnes qui sont droguées. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font, mais il y a une circulaire ministérielle qui date d'une année, un peu plus d'une année, où il s'est expliqué que les gens ils au midriaticum et ils le mélangent avec d'autres produits et ils se droguent avec. Donc, du coup, maintenant, le midriaticum, c'est un produit qui est donc vendu sur ordonnance. Il faut que le nom du patient soit bien lisible, la posologie et une boîte par ordonnance. Donc, on ne sait jamais, j'ai comme quelqu'un, il dit comme j'ai besoin de midriaticum, mon ophtalmo me l'a prescrit, je me suis fait opérer, j'ai besoin d'acheter rapidement. Ne prescrivez jamais de midriaticum à un patient, à un parent, à un infirmier, sauf s'il y a un ophtalmo et qu'il met sa griffe. Quant à l'antibiothérapie, on doit couvrir tous les germes, autrement, ça sera toujours une biothérapie. Vous ne pouvez pas couvrir tous les germes, on est d'accord. Car on a les germes, on va dire, usuels, donc tu as les conjonctivites, les chalazions, les antibiotiques qui existent suffisent. Quand on a, par exemple, une endophthalmie post-traumatique par un agent végétal ou une endophthalmie post-opératoire par infection nosocomiale, quand je vous dis infection nosocomiale et endophthalmie, c'est le pseudomonas. Hein. Et donc, on est d'accord, là, le pseudomonas, c'est pas le Tobrex. On va passer à autre chose. On va le voir, on va passer à ce qu'on appelle les colliers fortifiés. Maintenant, le TNA, on va prendre de l'amicacine, de la vancomycine. Ce sont des antibiotiques qui sont réservés à la réanimation. On va en faire des collyres et on va instiller ces collyres à raison de 1 goutte par heure pour que le patient puisse aller mieux et éviter les complications. Alors, qui m'a donné les midriatiques, donc là, je vous montre, qui m'a l'atropine, qui a le 0,3, le 0,5, c'est des fois en pédiatrique, et le 1%, le midriaticum, le skiacol, etc. Mais vous avez les myotiques. C'est le contraire. Le myotique, ce sont des gouttes qui vont être instillées pour obtenir un myosis. Donc, on les utilise essentiellement pour les crises de GFA, mais aussi, ils ont des indications, sont des collyres qui ont des indications aussi en chirurgie. Là, j'ai ouvert la petite parenthèse à les anesthésiques parce que j'ai vu beaucoup de publications où les gens utilisent les anesthésiques pour traiter le coup d'arc. Donc, le coup d'arc, mais le doulouche l'anesthésie. Vous pouvez instiller l'anesthésique le moment HEDEC pour soulager le patient. Mais vous n'allez pas prescrire l'anesthésique sur une ordonnance. Et vous n'allez pas donner des corticoïdes pour un coup d'arc. D'autant que vous n'avez aucune idée si la cornée est réellement blessée ou non. Donnez un INS pendant 2 jours. Ou si la douleur persiste, vous revenez pour un contrôle ou là éventuellement une orientation chez l'ophtalmologue. Est-ce qu'il y a des contre-indications dans les INS? Non, je vous ai dit, il n'y a pas de contre-indication, c'est juste le risque d'apparition d'ulcère neurotrophique quand le traitement est prolongé, 1 mois et demi. Coup d'arc, le traitement terme, c'est 48 heures, hein, pas plus. Là, vous avez la xylocaïne adrénalinée, donc faites attention. Là, par exemple, on utilise la xylocaïne pour faire l'anesthésie régionale, loco-régionale. Si vous injectez de la xyloadrénalinée à la place de la xylo simple, vous pouvez obtenir un spasme de l'artère centrale de la rétine et perdre la vue en 10 minutes. Donc, toujours bien lire ce qui est écrit sur le flacon avant de l'utiliser. Alors, quels sont les collyres qui sont prescrits exclusivement par l'ophtalmologue, hormis le cas de glaucome? Bon, moi, je dirais tout ce qui est midriatique, donc atropine, midriaticum, surtout que je vous ai dit maintenant avec le midriaticum, il y a un problème de trafic. Les antiglaucomateux, parce qu'il faut poser le diagnostic du glaucome. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas posé le diagnostic du glaucome, qui ne peut pas faire le suivi du glaucome, peut prescrire un traitement. On est d'accord. Même les canigoles comme pour renouvellement d'ordonnance. Ne faites pas le renouvellement. Et ensuite, les corticoïdes. Les corticoïdes avec modération en faisant attention. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'atteinte grave, oui. Si au moindre doute, vous suspectez une atteinte de l'épithélium cornéen, ne donnez pas les corticoïdes. Alors, on prescrit quoi comme antalgique à l'œil douloureux par le médecin généraliste? Ça dépend pourquoi il est douloureux. C'est la question. Lesquels un œil est douloureux, vous donnez un antalgique, du Doliprane et vous envoyez le malade chez l'ophtalmo. Parce que les 4 situations où l'œil est douloureux sont des urgences. Le glaucome aigu, vous avez 3-4 heures pour faire baisser le tonus. L'UVI, il y a un risque de perte de l'œil.
kératite, il y a un risque de perdre de l'œil. Et l'endophthalmie, vous pouvez perdre l'œil en 2-3 heures de temps. J'ai déjà vu ça. J'ai eu un enfant qui s'est blessé avec une seringue à insuline, qui fit un prélèvement chez un vétérinaire. Donc, le papa était vétérinaire. Le cabinet, il y avait une seringue qui avait été injectée, ou il a développé un prélèvement, fit un taureau. Et donc, fit un truc qui n'est pas du tout humain. Endophthalmie, il a eu l'œil qui a fondu, donc il a eu une phtise de l'œil en 3 heures. Donc, on peut avoir des urgences. S'il y a douleur, c'est une urgence. S'il y a gêne, c'est différent. Je peux donner l'INS, le corticoïde, une poche de glace, par exemple pour une ecchymose, un antalgique, du doliprane. Je peux donner un INS par voie générale, par exemple, les suites d'une intervention chirurgicale. Donc, on traite comme une autre douleur. On a parlé aussi pas mal de fois de la vitamine A la dernière fois. Alors déjà, la vitamine A, c'est du rétinol, donc il faut l'utiliser avec modération. Ça peut être toxique quand c'est utilisé de manière prolongée et c'est réservé aux pertes de substances cornéennes. Donc, normalement, Hadi n'a aucune indication en dehors des ulcères cornéens. On connaît que l'orgelée d'origine staphylococcique, la rupture de la fibre thalmique par Oflotec, tous les deux sont anti-staph. Oui, vous pouvez le remplacer puisque Mekench le fibre thalmique, vous pouvez donner l'Oflotec, toujours préciser que c'est 7 jours, pas plus, comme ça le malade ne va pas trop l'utiliser. Pourquoi on ne fait pas le renouvellement d'ordonnance de glaucome, sachant qu'il y a un risque d'arrêt de traitement? C'est la même chose. Sauf que vous n'êtes pas censé renouveler le traitement de quelqu'un si vous n'avez pas vérifié que cette personne-là a encore besoin du traitement. Que ce soit le traitement d'une HTA, d'un diabète, d'un asthme ou d'un glaucome, d'un psychotrope, peu importe. Donc, normalement, vous vérifiez. لكن هذا le malade عنده une fiche thérapeutique, عنده des dossiers, je بدلكم كلش. À la limite, hein, mais je dis bien à la limite, vous allez lui prescrire un antiglaucomateux, un seul flacon. Le temps que يرجع le médecin traitant تاعو. Mais il n'y a pas d'urgence. Quand on arrête un antiglaucomateux, l'œil reste encore sous l'effet du traitement pendant 72 heures, voire 4 jours. Donc, il a le temps d'aller revoir son traitement. Mais ne prescrivez pas avec le traitement au long cours parce que c'est un traitement qui est spécifique. Bel que le malade il n'a plus d'HTO ou AMZ sous antiglaucomateux. Faites très attention à ça. La vitamine A est à éviter en cas de lésion cornéenne? Non. Pourquoi? Au contraire, vous donnez la vitamine A quand il y a des ulcérations cornéennes. Dans le cas de palpébral suite à un coup, par exemple, est-ce que les collyres INS efficaces? Oui, oui. Moi, je donne même par voie générale. Maintenant, à le rebord d'une table ou là contre un mur et je retrouve avec une ecchymose palpébrale, un œdème palpébral. Oui, poche de glace et INS par voie générale, un suppositoire ou la comprimée avec un pansement gastrique, ça donne de bons résultats. Quels sont les effets secondaires des médriatiques? Le médecin a fait un examen de mon fond d'œil et après, j'ai eu une dyspnée d'effort avec palpitation. Alors, normalement, il n'y a pas de dyspnée d'effort, il n'y a pas de palpitation avec le médriaticum et la néosinéphrine. L'atropine, c'est un parasympatholytique et donc oui, elle peut avoir des effets secondaires chez certains patients. Ça peut même donner des rushs au niveau du visage. Ça peut donner même des œdèmes de Klink. On est d'accord. Il y a aussi le skiacol qu'on utilise pour faire la skiascopie, pour faire les lunettes d'aller tout petit. Il peut être responsable de convulsions chez les enfants de moins de 2 ans. Mais normalement, le midriaticum ou néosinéphrine n'ont des effets secondaires aussi graves. Il faut peut-être rechercher soit une intolérance aux médicaments, ça existe, hein, une allergie, soit rechercher autre chose. Alors, on arrive aux larmes artificielles. Alors, l'idéal quand vous donnez les larmes artificielles, c'est de les donner quand ils sont sans conservateur. C'est très important, soit en monodose, soit dans un dispositif ou une tube à sans conservateur. Mais sinon, quand on est obligé, c'est pas grave. On a différentes classes thérapeutiques. Alors là, je vous les ai mises pêle-mêle. Une classe thérapeutique simple, comme le Sikafluid Hada, vous avez le Serolife, qui est un peu sans conservateur, parce qu'il y a un conservateur qui n'est pas très toxique. Vous avez l'Artelac et le Liposic. Hadouma les plus simples. Donc, Artelac, Liposic, Sikafluid et Serolife. Le Khoyenjiam, l'acide hyaluronique, on va les réserver aux syndromes secs qui sont sévères. Donc, moi, je dirais, par exemple, Sikafluid ou Liposic, vous avez une petite vieille que vous suivez, diabétique, hypertendue, opérée de goitre, par exemple, ou comme un au lieu de donner un INS, un corticoïde, Itabact, Sikafluid.
Ça vous permet de la soulager parce que c'est des médicaments qui vont, un principe actif qui vont être donc efficaces et vous n'avez pas de risque d'effet secondaire. Sikafit, par exemple, elle peut l'utiliser en continu pendant des années, il n'y a aucune contre-indication. Qu'en est-il de l'efficacité du catacol dans la cataracte? Aucune étude, rien, aucun chiffre. Donc, il a été utilisé un certain temps. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'ophtalmo, on le prescrivait presque dans toutes les ordonnances. Mais bon, il n'y a aucun effet sur la cataracte. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé aucune étude, que ce soit une étude fiable ou non, hein, quelle que soit la qualité de l'étude, il n'y a pas d'étude qui parle donc de l'efficacité du catacol. Les antihistaminiques, hadouma, ils sont importants. Hadouma, vous pouvez les donner et vous pouvez surtout les donner en combiné, donc différentes classes. Donc, on a les antidégranulants mastocytaires et les anti-H1. Par exemple, moi, je me rappelle, dans mes ordonnances, je faisais très souvent Naaxia et Levofta. Donc, le Naaxia, ok, le Naabac, qui est sans conservateur. Mais là, quand on mettait le Levofta et le Naaxia, ça nous permettait vraiment de verrouiller la cascade. Donc, on bloquait la dégranulation mastocytaire et on bloquait en plus les récepteurs. Donc, même s'il y avait un peu, un peu d'histamine qui se libérait, l'histamine n'avait pas où se localiser. Et donc, on évitait les symptômes, on évitait la récidive de la maladie. Donc, ça donne d'excellents résultats. Là, on a sans conservateur, avec conservateur. Dans tous les cas, vous pouvez associer un INS ou un corticoïde pendant 2-3 jours, mais il faut laisser l'antihistaminique seul. Par contre, rien ne vous empêche de donner un antihistaminique par voie générale. Le lavage abondant donc des yeux pour diluer la concentration de l'histamine par dilution de la concentration de l'allergène, éviter certains allergènes, changer les lunettes, changer les produits cosmétiques qu'on utilise, etc. Indication de prescrire des collyres anesthésiques, aucune. Il n'y a aucune indication. C'est pour ça que vous n'avez aucune indication. Vous pouvez avoir dans vos cabinets ou dans vos salles de consultation un anesthésique. Oui, parce que quand vous mettez un anesthésique, ça vous permet d'examiner calmement. Par exemple, la paupière supérieure. Tant que ça l'irrite, il bouge, il ne vous laisse pas tranquille. Mettez une goutte d'anesthésique. Au bout d'une minute, il est calme, il n'y a plus de douleur. Vous faites l'éversion et vous enlevez avec le petit truc qui gênait sous la paupière. Un truc marteau sur la cornée, un truc qui est sur la conjonctive pour enlever les petits insectes. Mais jamais, jamais, jamais d'anesthésique prescrit sur une ordonnance. Traitement du glaucome, oui, c'est un traitement à vie, c'est une maladie chronique et en dehors du fait de passer à la chirurgie, il n'y a aucune possibilité d'arrêter le traitement. Maintenant, il y a aussi les produits qu'on utilise pour le diagnostic. La fluorescéine, c'est le plus important. On peut l'utiliser donc sous forme de collyre, sous forme de bandelette, mais on peut l'utiliser aussi en injection intraveineuse pour faire les angiographies, par exemple dans le cas d'œdème maculaire diabétique, donc de dégénérescence maculaire liée à l'âge, etc. هادوما les colis renforcés اللي هضرت لكم عليهم la dernière fois. Alors, pour la dernière fois, je répète, les anesthésiques pour les coups d'arc à les soudeurs, c'est vous qui instillez l'anesthésie et ce n'est pas un anesthésique dans une ordonnance. هذه normalement c'est bon. Il ne faut plus en parler. Ne prescrivez jamais d'anesthésique sur une ordonnance. Donc, les colis renforcés, c'est quoi? C'est un malade qui présente une infection sévère bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique et dont le traitement n'existe pas sous forme de collyre. مثلا, vous avez un patient qui présente une kératite amibienne. Eh bien, les anti-amibiens. D'accord? Ça n'existe pas sous forme de collyre. Ben, je vais prendre, moi, un antiparasitaire qui existe sous forme donc, de solution injectable et je vais reconstituer un collyre. Les collyres fortifiés, comme ils sont très concentrés, ils sont toxiques. En général, on les met pendant 72 heures et on arrête, on fait des fenêtres. Il faut jeter le flacon assez vite parce qu'il n'est pas complètement stérile. C'est des flacons qui sont reconstitués soit au niveau du bloc opératoire ou là, donc dans les pharmacies hospitalières sous haute laminaire. Et très souvent, on les utilise quand on a des endophthalmies, des abcès cornéens. Donc, ça va être des antibiotiques. Par exemple, la céphazidine, la micacine, la vanco. Donc, il y a beaucoup d'antibiotiques. On peut faire l'amphotéricine B aussi. On l'utilise très souvent pour traiter tout ce qui est parasitaire. Oui, vous pouvez donner Naaxia et Levofta à la fois parce qu'ils n'agissent pas au même niveau. D'accord? Mais pas obligatoirement. Hein, d'accord? C'est-à-dire que en fonction de l'état de votre patient, de la sévérité de l'allergie, etc. Oui, ça c'est un crime de vendre la cébésine. Pour travailler avec en bloc, il faut dire aux soudeurs qui jouent comme la cébésine, elle va inhiber les récepteurs.
Et donc, المرة الجاية, quand il va avoir un problème, ou la تخلو حاجة في عينه, ou là une infection, ou là qu'il va par exemple avoir un petit une irritation, n'importe quoi, il ne va pas le sentir. Et quand il va se rendre compte, c'est comme la coronaropathie silencieuse du diabétique, ça sera directement l'IDM. Comme il n'aura plus de sensibilité cornéenne, eh ben, il ne pourra pas se rendre compte qu'il y a un problème, il ne peut pas se défendre, il peut perdre l'œil très facilement. Et on en a eu, hein. On a eu beaucoup de personnes qui ont perdu l'œil à cause des kératites neurotrophiques. Les effets indésirables maintenant du fait de donner des gouttes ou des pommades. Goulna, il y a des petits effets qui sont secondaires au produit lui-même, qui m'a les prostaglandines, fait les antiglaucomateux, ils mettent d'où un allongement des cils. Alors moi j'ai des femmes qui sont toutes contentes, qui viennent chercher les prostaglandines parce que ça donne l'aspect fossile, c'est comme si elles avaient mis des fossiles. Ça existe, ça peut donner des colorations de l'iris. Mais on peut avoir des effets secondaires qui sont liés au conservateur, et là, ce sont des effets sur la surface oculaire et qui peuvent être graves, comme c'est écrit, donc fibrose conjonctivale, des kératites, ulcères, occlusion des points lacrymaux, des dacryocystites. On peut avoir, par exemple, c'est-à-dire des lésions de plus en plus graves. Et donc, l'idéal, c'est soit de changer de conservateur, soit vraiment de passer au sans conservateur. Est-ce qu'il y a des effets systémiques des collyres? Bon, le collyre, il passe dans la circulation par le biais donc, de la voie lacrymonasale. Donc, il y a une biodisponibilité relativement faible par rapport à l'administration parfois orale ou parfois intraveineuse, mais qui n'est pas négligeable. Moi, pendant toute ma carrière, j'ai quand même eu un malade qui a fait un état de mal asthmatique suite à l'instillation de bêta-bloquants pour un glaucome parce qu'il était asthmatique. On m'a neige. Donc, en même temps, on a posé la question. Hein. Donc, là, il ne paraissait pas asthmatique, on n'a pas posé la question. Lui ne l'a pas dit. On ne lui a pas dit que c'était un bêta-bloquant. Il savait qu'il ne fallait pas prendre de bêta-bloquant. Et il a fait un état de mal asthmatique, juste après l'instillation du collyre. Donc, oui, le passage n'est pas très important, mais il n'est pas négligeable non plus. Pour diminuer la quantité de principes actifs qui passent, vous pouvez boucher le point lacrymal après l'instillation pour éviter qu'il en passe beaucoup. Là, le but, c'est pas que ça passe par le point lacrymal, hein, c'est que ça passe à travers la cornée et à travers la vascularisation uvéale. Mais c'est pas négligeable. Les mêmes contre-indications, les comme avec les molécules par voie systémique, sont applicables à l'œil. Tous les antihistaminiques, vous pouvez les prescrire pour les enfants. En réalité, il n'y a pas eu d'études de tolérance chez les enfants parce que les études de phase 3 chez les enfants sont interdites, sauf pour les maladies graves qui mettent à l'oncologie, les maladies rares, maladies de système. Sinon, on ne fait pas d'études de phase 3 sur les enfants parce qu'on considère que ce n'est pas éthique. Donc, du coup, on vérifie chez les adultes, on réduit les doses, les posologies. Mais bon, un appartenament, par exemple, le Naabac, comme il est sans conservateur, je l'utilise. Le Levofta aussi, l'Opatanol. En général, ce sont des molécules qui sont efficaces chez les enfants. Un mot sur les collyres autorisés en pédiatrie. Je vous ai dit, il n'y a rien de spécifique. Tout est autorisé en pédiatrie, sauf les cyclines, les cyclines et les aminosides chez les moins de 2 ans. Les autres, alors, de toutes les façons, columns hors AMM, mais il n'y a pas de différence. Les corticoïdes AMI chez l'adulte sont les mêmes chez les enfants, les AINS chez l'adulte sont les mêmes chez les enfants et les antibiotiques, pareil, en dehors des cyclines et des aminosides. Alors là, on peut être amené à utiliser des médicaments par voie orale ou intraveineuse. Donc, on a le Diamox, qui est l'acétosalaamide. On l'utilise essentiellement quand on a des problèmes de tonus. Vous avez le mannitol aussi. Vous avez les antibiotiques. Alors là, bon, attendez que je lise les messages. La chibroxine, oui, à partir de 2 ans, 3 ans, vous pouvez donner. Donc, certains collyres sont utilisés comme des gouttes auriculaires par les ORL, d'accord. Est-ce que c'est faisable? Oui, à mon avis, c'est faisable parce que de toutes les façons, bon, je vais me faire tirer sur les pattes par les ORL. Le conduit auditif externe, il est à l'extérieur, donc il est en contact avec l'air ambiant. Tout ce qui rentre dans l'œil est stérile. Donc, si vous pouvez mettre quelque chose dans l'œil, vous pouvez la mettre dans l'oreille. Dans le sens où l'œil est fermé au milieu extérieur et donc tout ce qui rentre dans l'œil doit être complètement stérile, alors que le conduit auditif externe, il est ouvert. Hein. Vous pouvez trouver même des insectes sur le conduit auditif externe. Donc, du coup, oui, vous pouvez instiller. Il y a un autre problème, c'est les doses. Mais là, j'ai vu sur plusieurs articles qu'on pouvait
trouver des concentrations qui se ressemblaient, ou il a dilué de produits, ou il a carrément changé le rythme d'instillation, mais oui, on peut les utiliser, il n'y a pas de problème. On reçoit des patientes qui consultent pour irritation et œdème palpébral après avoir posé les fossiles. Alors oui, les fossiles, c'est un grand problème. Donc, œdème et irritation parce que c'est un corps étranger. Donc, en général, c'est une réaction allergique à la colle qui est utilisée. Donc, les gens oublient que quand on met des fossiles, quand on met des faux ongles, il faut les coller. Et donc, même si vous supportez, parce qu'il y en a des patients qui disent l'étranger, c'est de la très bonne qualité. Jamais quelqu'un ne les a utilisés en TRI, d'accord. Mais comment vous faites pour les coller sur les cils? Il faut une colle. Et la colle, vous m'excusez, c'est un produit qui est très toxique. Donc, en général, ce sont des allergies, mais pas que. N'oubliez pas que les fossiles peuvent être donc le lit, les poux, les parasites et les germes. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'hyper sale. Entre autres, quand vous regardez les yeux normaux avec les cils normaux, vous allez voir que le cil, c'est un poil qui est long et qui est fin et qui est très léger. L'air, pour qu'il puisse bouger sans alourdir la paupière. Quand vous regardez quelqu'un qui a des cils normaux, c'est aérien, c'est très léger. Quand c'est les faux cils, on a l'impression qu'il y a un paquet qui est placé sur la paupière. Et donc, la paupière elle devient lourde, les cils deviennent lourds, ils ne peuvent plus bouger. Et donc, ils n'assurent plus leur rôle de protection. Les cils, c'est comme le balai ou le plumeau qui nettoie devant l'œil. Le plumeau comme les plumes ou l'escrime fibadar, il ne va rien enlever. Et donc, vous enlevez carrément le rôle primordial. Donc, moi, je dis toujours, arrêtons de mettre des fossiles. À la limite, utilisez du mascara, du ricil, mais c'est temporaire, 2-3 heures à nos élèves. Mais fossiles, c'est vraiment un corps étranger qu'on place. Même il n'y a aucun intérêt, ni esthétique, ni quoi que ce soit. Alors, pour revenir à la voie parentérale, donc on peut utiliser le Diamox en comprimé ou injectable, le mannitol, mais c'est surtout les antibiotiques. Et donc là, les antibiotiques, essentiellement les quinolones, ça a révolutionné la prise en charge. Alors là, vous verrez, pour les gens qui s'intéressent, nous, les ophtalmos, on n'a aucun problème donc avec l'utilisation des antibiotiques. Donc, on utilise l'hémipénem, on peut utiliser l'amicacine. J'ai même utilisé une fois la colistine parce que l'antibiogramme parlait de sensibilité à la colistine. Là, on utilise des antibiotiques utilisés en réa parce qu'une plaie dans l'œil, c'est un œil qui est perdu. Les corticoïdes vont trouver donc leur indication dans les uvéites, par exemple, graves, en post-opératoire, dans les cellulites, les myosites, la thyroïdite, donc l'exophtalmie basedovienne. Donc, il y a beaucoup d'indications. Par contre, quand on va donner les corticoïdes donc, à forte dose, là, ça va être accompagné avec toutes les mesures habituelles. Régime sans cesse strict, réduction de l'apport glucidique, un protecteur gastrique, vitamine D, calcium, surveillance des troubles du comportement, de l'hirsutisme, d'un syndrome de Cushing, vérifier la glycémie, vérifier le bilan rénal, la tension artérielle, faire une dégression lente et par palier. Donc là, vous appliquez les mêmes précautions d'une corticothérapie donnée dans un autre contexte. Alors, la substitution des gouttes auriculaires par les collyres concerne seulement le Cyprotec. Alors moi, j'ai vu des ordonnances où il y avait la chiproxine aussi. Et j'ai vu des ordonnances où il y avait des corticoïdes. Donc, je pense que ça dépend des indications. Quel est l'anti-allergique le plus efficace entre Opatec, Naaxia et Levofta? Sincèrement, aucun. Ils sont différents. Le Naaxia et Levofta, ce n'est pas le même mode d'action. D'accord? Et Flopatanol a une action anti-inflammatoire. Donc, ce sont des molécules différentes du mécanisme d'action qui ne vont pas agir en même temps, pas agir de la même manière. Donc, vous allez voir au cas par cas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport aux antihistaminiques. Donc, les voies spéciales, là, normalement, vous devez le savoir. On peut être amené à injecter sous la conjonctive, soit des corticoïdes ou des antibiotiques. On peut injecter donc des anesthésiques, l'anesthésie loco-régionale pour une chirurgie de cataracte, pas d'écoulement de rétine. Et on peut surtout injecter en intravitréen. Donc, là, c'est pour que vous sachiez que la voie, elle est de plus en plus utilisée, donc les injections intravitréennes. On
peut injecter des antibiotiques au cours des infections sévères, on peut utiliser des corticoïdes, par exemple le l'œdème maculaire diabétique ou les post-traumatismes, et on peut utiliser les anti-VEGF. Donc, la DMLA, la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les néovaisseaux du formio. Et là, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que c'est un geste qui est invasif. Si on rentre dans le vitré, il y a le risque d'endophthalmie, et donc ça se fait au bloc opératoire. Toutes les mesures d'asepsie pour le patient et pour le chirurgien, ça doit être du jetable. Tout le malade a sa seringue, son champ, les gants, la boîte au complète. Donc, comme si vous étiez en train de faire une chirurgie. Mais c'est un acte qui est ambulatoire. Le malade n'est juste à jeun, il a besoin de rien de particulier. Alors, les aminosides et les cyclines, cause de contre-indication chez les enfants de moins de 2 ans. Hey, les aminosides, qui met la tobramycine, elle est contre-indiquée. Les cyclines, on a la néomycine en Algérie. En dehors de toute pathologie de l'œil, est-ce que l'utilisation de sérum salé pour lavage est autorisée? Oui, autorisée. Comme elle a un truc, donc, je dis les malades. Chez le flacon, il fait 500 cc. Oui, je donne une seringue. Ou il dit des lavages oculaires, par exemple, quand quelqu'un a une conjonctivite ou lâcher le nouveau-né. C'est un bête comme le flacon, il reste ouvert maximum 24 heures. Parce qu'après, il y a le risque de contamination bactérienne du flacon. Il va ensuite contaminer le sérum salé et être une source d'infection. Donc, vous allez utiliser le flacon et au bout de 24 heures, vous le jetez. OK? Maintenant, si c'est pour ouvrir un flacon, entre les marteau de la cuisine ou la salle de bain, et à chaque fois que vous avez un truc dans l'œil, vous prenez une seringue et vous tirez, ou la tête à la seringue, le sachet, tu as le sérum et vous retirez au fur et à mesure. Non, ça, c'est vraiment quelque chose de très grave de point de vue antisepsie. Donc, par contre, du sérum salé qui se vend en dosette, unidose. Moi, à la limite, si vous en avez besoin, vous achetez ça. Mais ma chose particulière. Quand utiliser un gel ou une pommade, exemple, le cas du phtalmique. Le gel ou la pommade, c'est quand on veut une action prolongée et pour éviter l'instillation quotidienne. Quelqu'un qui part au travail, il ne peut pas se permettre que 2 heures, il a une goutte de chibroxyl. Il goutte à 20 heures, voilà, 21 heures. Il met sa dose de fucitalmique jusqu'à 7 heures du matin. Il est pratiquement couvert et il reprend l'instillation le lendemain. Alors, il faut aussi savoir que de la même manière qu'il y a des traitements qui ont un effet sur l'œil, par voie topique, on peut avoir ça par voie systémique. Donc, il y a certains traitements qu'on donne qui peuvent avoir des effets sur l'œil. Ça peut nous donner des neuropathies optiques, par exemple l'éthambutol qu'on utilise, le traitement antituberculeux. Le glaucome iatrogène avec les corticoïdes. On peut avoir des affections rétiniennes, par exemple, quand vous utilisez, comment on appelle ça, le plaquenil, donc les quinines, leur utilisation doit être, pardon, donc les quinines doivent être utilisées avec précaution. Par contre, les effets secondaires des quinines sont dose dépendants et donc, désolé, excusez-moi. Donc, vous devez utiliser les quinines pendant une longue période avant d'avoir des effets secondaires, ce qu'on appelle la maculopathie en œil de bœuf. Et c'est pour ça que quand vous mettez un patient sous plaquenil pour traiter un LED, par exemple, vous devez faire un examen ophtalmo avant le début du traitement, vérifier qu'il n'y a rien, et ensuite la surveillance, elle est annuelle. On peut avoir aussi des gens, par exemple, qui font de la radiothérapie. Vous envoyez un patient pour une radiothérapie du cavum, on ne protège pas les yeux et on va griller les paupières ou la cristallane à la rétine. Donc, il faut faire attention. Parfois, il y a des médicaments qu'on donne qui ont des effets secondaires directement qui vont cibler l'œil. Il y a par exemple des médicaments qu'on donne qui sont à l'origine de syndrome sec, qui est les anticholinergiques. Alors, là, la cataracte cortisonique, là, on revient encore dessus, faites très attention. Donc, elle n'est pas dose dépendante, mais en général, c'est quand le traitement est prolongé et elle n'est pas réversible, par contre, à l'opposé du glaucome cortisonique. Oui, vous pouvez utiliser la pommade sur la paupière, il n'y a aucun problème. Par exemple, quand vous avez un orgelé, il est sur la paupière. Ou là, quand vous avez des blépharites aussi, il n'y a pas de problème. L'hypertonie oculaire, Golna Kif Kif, elle est liée à des sensibilités personnelles, elle n'est pas dose dépendante. Et par contre, donc là, elle peut être réversible au début. Donc là, les corticoïdes peuvent avoir beaucoup d'effets secondaires, on en a déjà parlé.
Bon, ça n'a rien à voir, le silicone dans l'œil, et ça dépend de l'évolution de la chirurgie. Il n'y a pas de durée maximale, hein, d'accord? Les antipaludéennes synthèse, donc là, c'est une atteinte maculaire. Pensez toujours, si jamais vous donnez un antipaludéenne synthèse à votre patient, quel que soit le motif, à faire un examen avant traitement et ensuite un examen de contrôle chaque année. On peut avoir aussi donc d'autres effets secondaires. Voilà, l'anévrite optique donc de l'éthambutol. Ça c'est important hein, parce que dernièrement j'ai eu un patient, ça fait 6 mois, il a pris le traitement et il s'est retrouvé avec une névrite optique bilatérale. Donc là, ça peut être un motif pour arrêter le traitement. Donc là aussi, il faut faire attention et y penser surtout. Hein, quand vous avez une baisse de l'acuité chez quelqu'un qui prend de l'éthambutol, il faut penser à faire un fond d'œil et des examens électriques. Voilà, on a fait à peu près le tour sur les différentes classes thérapeutiques, les différentes voies d'administration, les indications, les contre-indications. Donc, si vous avez encore quelques questions, on peut répondre avant de mettre terme à la présentation. Voilà. Donc, sinon, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous dis, on se retrouve très prochainement, Inch'Allah, pour une autre séance. Faudra-t-il orienter le patient chez un ophtalmo pour un certificat de l'acuité visuelle en sachant qu'il porte des lunettes de vue? Tout dépend pourquoi il veut le certificat. Si vous avez un patient qui veut un certificat pour aller conduire, laisse les lunettes, travaillez avec les lunettes Théo. Et vous mettez l'acuité que vous retrouvez avec les lunettes. Quelqu'un qui vous ramène son enfant pour aller en cours. Donc, ils exigent un certificat aux premières années. Pareil, vous faites l'examen visuel. S'il a déjà des lunettes, écrivez l'acuité visuelle avec lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, écrivez l'acuité visuelle sans correction. Laquelle je trouve l'acuité elle est basse, vous orientez le patient chez l'ophtalmo. Vous êtes en droit de faire le certificat. Pratiquement les seuls cas où vous ne pouvez pas faire le certificat vous-même, c'est quand il doit y avoir une compensation financière. Maintenant, à la DAS. Je dis, le remboursement, ou là, les IPP, donc tu as les incapacités permanentes, les accidents de travail. Donc, il y a de l'argent dedans, donc il faut un examen minutieux, il faut une griffe ophtalmo. Au CNE aussi, vous pouvez avoir des petits soucis, c'est les gens qui vont passer le concours à la police ou les pompiers, mais ils ont les certificats de médecin généraliste, ou mais les résidents. Il faut que ce soit quelqu'un de diplômé. Mais sinon, oui, vous faites le certificat, il n'y a aucun problème. Et si vous voyez que le patient, il a un problème, mais avec ou sans ses lunettes, eh ben, vous l'adressez chez l'ophtalmo. Voilà. De rien, tout plaisir était pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un enregistrement pour le live? Alors là, aucune idée. Je ne vais pas couper le live jusqu'à ce qu'on vérifie si ça s'était enregistré. Mais normalement, je pense que ça s'enregistre automatiquement avec le lien. Les contre-indications des AINS, les œdèmes sont risques chez les enfants. Oui, Annie Goutel, comme la principale contre-indication des AINS, c'est soit une intolérance au produit, quelqu'un qui ne supporte pas le produit, soit les diabétiques avec les kératites neurotrophiques. Mais sinon, en courte durée, vous pouvez les donner. Peut-on garder les lentilles de contact pendant plus d'une année? Non. En fonction du type de lentille, et plus fréquemment vous la changez, meilleur sera le confort sur l'œil et meilleure sera la qualité de vision. Maintenant, il y a des lentilles qu'on achète, qui sont des lentilles sclérales, des lentilles rigides, pour une durée de 2 ans, 2 ans et demi. Donc, tout dépend du type de lentille, souple, rigide ou la sclérale, de l'indication de la lentille, de la durée de port, de l'âge du patient, des règles hygiéniques qu'il a par rapport au port des lentilles, le nombre d'heures de sommeil. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais suivez les indications du médecin ou là de l'optométriste, l'opticien qui vous a prescrit les lentilles. Alors voilà, y a-t-il encore d'autres questions? Non, pas de questions. Bon, bah, si on est arrivé au terme, je vous dis merci donc de l'avoir suivi pour la deuxième fois. J'essaierai donc pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer par mail ou vous le mettre sur un drive et vous pourrez revoir la présentation. Même les calmarouches, cool, je trouve la présentation, mais ceux qui ont assisté au live, ça leur permettra donc d'avoir un petit support pour l'activité quotidienne. Voilà, mesdames, messieurs, donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, à une autre séance. Un live sur les limites de médecine générale en pratique, moi, je dirais qu'il n'y a aucune limite. Hein. Moi, je vous dirais ça. Moi, donc, mon père, c'était un médecin généraliste et il n'a jamais eu de limite
C'était vraiment la personne la plus proche de ses patients. Donc moi, je vous dirais que les limites du médecin généraliste, personne ne les connaît mieux que le médecin généraliste. Faites très attention, surtout quand vous remettez des documents officiels. Donc ne vous engagez pas si vous n'avez pas vérifié, d'accord, c'est-à-dire l'autorisation ministérielle ou la haja de délivrer le certificat. C'est tout. Maintenant, dès que vous voyez que quelque chose est anormal et que ça nécessite un complément d'examen et que le médecin généraliste n'est pas équipé pour faire le complément d'examen, vous l'orientez. Moi, j'ai des patients, par exemple, qui atteints de polyarthrite rhumatoïde, qui sont suivis chez leur médecin généraliste, qui ont des problèmes donc de sécheresse lacrymale. Je les mets sous traitement. Moi, je les vois une fois par an ou là, en cas de complication, et c'est le médecin généraliste qui renouvelle l'ordonnance chaque 3 mois. Il n'y a aucun problème. Traitement orgelé, pommade, c'est mieux ou peut-être utiliser le collier. Bon, moi, je vous ai dit, ça dépend. Et à l'idéal, c'est de mettre le collier le jour, la pommade la nuit, mais si vous ne pouvez pas mettre le collier, mettez au moins la pommade pendant 12 heures. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et à une prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas couper tout de suite le live, le temps de vérifier qu'il est enregistré pour que vous puissiez le retrouver sur la page d'IDS. Qu'on remercie en passant parce que sinon, on n'aurait pas eu de l'espace pour faire autant d'échanges, pour discuter, etc. Ah, la dernière question, savoir. Est-ce que le pharmacien peut changer les larmes artificielles sur la disponibilité quand c'est la même famille? Ah oui, il est là le problème. On ne peut pas donner, par exemple, le Sérolife à la place de Théalos. Théalos fait l'acide hyaluronique au fil donc d'autres molécules indispensables. L'Imacan, je suis Sérolife. Par contre, Sérolife ou Artelac, c'est la même chose, mais un cicatrice. OK? Mais un liposique. Donc là aussi, j'ai oublié de mettre aussi le fluide à bac, qui est donc, des larmes artificielles qu'on peut donner en première intention. Donc non, normalement, on ne peut pas changer. Donc surtout le pharmacien. Quand c'est le pharmacien diplômé à un bello, il connaît les classes thérapeutiques, il peut même se renseigner auprès du médecin. Quand c'est les vendeurs, normalement, ils ne changent absolument rien. Ils mettent de Ushkain, fait l'ordonnance. Voilà, bonsoir et à la prochaine.